8h22 sur BFM Business et sur RMC Live. On va parler spatial ce matin et de transmission de données entre la Terre et l'espace avec une entreprise rennaise qui va construire une usine d'environ 10 000 mètres carrés. Jean-François Morissure, bonjour. Vous êtes le président de Skylabs. Votre spécialité à vous, c'est la transmission de données par laser. Comment on transmet des données avec un laser? Expliquez-nous. Bonjour aussi. Skylabs, effectivement, on connecte des satellites au sol par laser. D'habitude, en fait, la communication entre satellites et le sol, ça se fait toujours par radio. Depuis Spoutnik, c'est un peu notre manière de faire. Et en fait, quelque part, la radio a un certain nombre de limites de spectre, donc disponibilité des fréquences, quantité d'informations qu'on peut faire passer, c'est facile à intercepter, facile à détecter. Et donc, ça donne envie d'aller mettre des lasers pour transmettre de l'information de la même manière qu'on transmet de l'information dans une fibre optique, avec de la lumière. On allume, on éteint. C'est du Morse, mais en mieux. On va dire ça comme ça. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. C'est quand même des 0 et des 1. Le point important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, le laser entre les satellites, c'est déjà déployé en très grand volume. Et en fait, la difficulté qui reste aujourd'hui, c'est de faire du laser satellite-sol. Et c'est ce qu'on apporte avec des stations sol optiques. Mais donc il faut des stations un peu partout, c'est-à-dire comme des stations radio qui récupèrent les informations. Exactement, alors c'est plutôt un modèle hybride. Il y a toujours la logique d'avoir des stations radio et des stations optiques, mais quand vous avez besoin d'un grand volume quelque part ou d'une liaison particulièrement discrète, par exemple, ou dans un pays où c'est compliqué d'avoir du spectre parce qu'il a déjà été alloué à la 5G, par exemple, en fait ça va être très intéressant d'utiliser des stations sol optiques. Alors question totalement de novice, ça se voit le laser ou ça se voit pas à l'œil nu? Là sur vos photos on les voit comme dans Star Wars, mais en fait c'est pour nous montrer à quoi ça sert, mais en vrai on les voit pas. En vrai on les voit pas et toutes les stations et tout ce qui est déployé, c'est quelque chose qui est on dit eye safe, donc sécurité oculaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est beaucoup moins dangereux qu'un pointeur laser qu'on peut acheter chez Leclerc. C'est vraiment quelque chose qui est très contrôlé et avec des réglementations extrêmement solides. L'enjeu étant qu'il n'y a pas de logique à avoir des lasers visibles, tout simplement parce que ça va distraire les êtres humains et on a juste pas envie. Donc en fait on utilise des longueurs d'onde qui sont plutôt des longueurs d'onde qu'on appelle télécom, qui sont dans l'infrarouge, le proche infrarouge. Donc dans votre usine à Rennes, dont la construction a commencé, qui va être opérationnelle en 2027, vous construisez quoi? Les bases qui servent sur Terre à envoyer le laser? Exactement. Aujourd'hui, on a déjà une petite usine, qui est notre bâtiment de R&D, qui fabrique un certain nombre de sous-composants, etc. On a déjà déployé une plateforme d'assemblage qui nous permet de faire jusqu'à une dizaine de stations par an. Et cette nouvelle usine, c'est parce qu'il y a une demande du marché qu'on voit arriver, qu'on commence à sentir très fortement, qui nous permet de monter en cadence, monter en volume, pour fabriquer ces stations sol. Donc une station sol optique, ça se caractérise par un gros télescope, un dôme. Donc ça, c'est pas les éléments les plus compliqués. Par contre, ce qui est compliqué, finalement, c'est tout le traitement derrière de l'optique, parce que pourquoi c'était compliqué de faire du liaison satellite-sol alors que du satellite-satellite ça existe déjà? On pourrait imaginer satellite-satellite c'est beaucoup plus dur, c'est Star Wars, tout est dans l'espace. Ouais. Non, c'est l'atmosphère. L'atmosphère pose problème pour la propagation du laser et ça a mis plus de temps à craquer ce problème-là. Donc nous on a la chance d'avoir une technologie qui résout une grosse partie des enjeux de la traversée de l'atmosphère par le laser. Et c'est ça qu'on déploie en grand volume aujourd'hui. Donc ces stations-là, elles sont déjà vendues. Vous savez combien vous allez devoir en produire? Alors, combien on va devoir en produire dans le temps? Non, parce qu'en fait, c'est un marché qui est en très forte croissance. Nous, l'activité de Skylabs, grosso modo, c'est plus 90% par an tous les ans depuis 3 ans et ça continue comme ça. Donc c'est une croissance un petit x2 tous les ans et ça va continuer. Donc en fait, je ne sais pas à quel niveau ça va se stabiliser. Voire, non, il y a un enjeu de contribuer au marché des stations sol radio. Les stations sol radio, c'est 2 à 3 milliards par an aujourd'hui. Et Skylabs, aujourd'hui, va contribuer à ça. Donc ça, c'est un peu l'enjeu. Après, oui, c'est des stations qui sont déjà dans un beau carnet de commandes, effectivement. Et qui vous les achète? Alors, aujourd'hui, c'est des stations qui sont vendues à des opérateurs de stations sol. Ça existe. Donc, des gens qui vont s'occuper, qui ont des stations sol radio, qui veulent augmenter leur offre avec des stations sol optiques, et aussi des opérateurs de constellations de satellites qui eux possèdent leurs stations sol et qui se disent mais moi je veux étendre mes capacités avec de l'optique. On a aussi certains États directement ou indirectement qui achètent nos stations parce que les stations sol optiques c'est plus difficile à brouiller ou à intercepter ou à détecter, et donc là il y a d'autres enjeux sur on va dire du souverain et du militaire. Typiquement, vous pouvez être dans certains pays où le brouillage radio peut être très fort et l'optique passe quand même.
20 millions d'euros, le projet d'usine, ça va se passer à Rennes. Pas de difficulté pour s'installer ? Ah non, c'était exceptionnel. On a eu un accompagnement génial de Rennes Métropole là-dessus, de la région aussi. C'est vraiment un bel accompagnement de projet. C'était une extension, donc on est proche aujourd'hui, donc on va bénéficier de toute la capacité R&D, la capacité technique de Skylabs, ce qu'on sait déjà faire pour pouvoir étendre ça. Donc c'est le projet le plus sécurisé. Alors, ce qui va être l'enjeu, ça va être le recrutement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, là, on a recruté une 50aine de personnes cette année, là en 2025. Pour que l'usine fonctionne, on va devoir recruter une centaine de personnes d'ici à mi-2027. Donc aujourd'hui, Skylab, c'est 170 personnes, donc c'est quand même encore un changement de taille. Et après, au fur et à mesure de la croissance de l'usine, il va y avoir effectivement besoin de plus en plus de monde au fur et à mesure des commandes. Et c'est quoi comme profil ? Alors, on n'est pas seulement du col blanc en informatique. On a techniciens, on a techniciens optiques, on a du câblage, de la mécanique. Je pointerai vers notre site web qui a tout ce qu'il faut parce qu'on documente tout ça. Parce que vous cherchez partout en fait dans tous les secteurs. En fait, on est une boîte industrielle et il faut fabriquer des équipements et c'est des fonctions qui sont bien présentes. Alors l'avantage c'est qu'en Mais c'est les mêmes gens que dans le nucléaire ou c'est les mêmes profils en fait, vous vous retrouvez en concurrence là-dessus. Ce que je vois arriver, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'automobile parce qu'il y a pas mal d'automobiles à Rennes. Et ouais, exactement. Et donc on a par exemple en méthode, en qualité, finalement des gens qui viennent de l'automobile, c'est très bien. Ou en câblage aussi. Enfin, il y a vraiment. Donc en fait, il y a un tissu d'industrie bretonne et on grandit et je pense que la région est contente parce que Skylabs crée des emplois de ce type-là. Merci beaucoup Jean-François Morisur d'être venu pour nous parler de Skylabs ce matin dans la matinale de l'économie.